Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Encore provisoire mais déjà contesté, au Burkina Faso, 7 candidats signataires de l'accord politique de l'opposition rejettent d'ores et déjà les résultats à venir de la présidentielle. Ils dénoncent des fraudes massives. De son côté, le Niger se prépare à aborder son échéance dans un contexte sanitaire et sécuritaire incertain. 41 candidatures ont été enregistrées pour la présidentielle du 27 décembre 2020. Et puis, nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel du Cameroun. La FIFA a ordonné la reprise du championnat local et annonce une mission spéciale à Yaoundé pour concilier les deux parties. Mais tout d'abord, la défense de Guillaume Soro monte au créneau. Selon maître Afoussiata Bambalamine, l'opposant ivoirien et 3 de ses proches ne craignent rien. L'avocate conteste ainsi les mandats d'arrêt émis par la justice ivoirienne à l'encontre de ces derniers. Concrètement, elle les juge illégaux et, je cite, de nul effet suite à la déclaration de la Cour africaine des droits de l'homme qui indique clairement, selon elle, que Guillaume Soro est poursuivi pour des motifs politiques. Au Burkina Faso, le dépouillement des votes se poursuit, mais déjà l'opposition met en garde. Elle n'acceptera pas des résultats entachés d'irrégularités et qui ne reflètent pas la volonté du peuple. La Commission électorale nationale indépendante dispose d'une semaine pour annoncer le nom du vainqueur de la présidentielle du 22 novembre 2020. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la conférence des candidats signataires de l'accord politique de l'opposition ont dénoncé ce lundi 23 novembre des manquements graves dans l'organisation et le déroulement du double scrutin de dimanche. Dans une déclaration lue par son président du mois, elle a rejeté par anticipation les résultats des dites élections après avoir pointé du doigt la modification par la CENI du nombre et de la cartographie des bureaux de vote retenus de manière consensuelle pour les élections. L'opposition n'a tout naturellement donc pas pu participer à la surveillance des activités électorales dans ces bureaux de vote. Seule la CENI peut expliquer le pourquoi de ces changements. Tout cela a empêché de nombreux Burkinabés d'exercer leurs droits civiques. À ces irrégularités s'ajoutent plusieurs autres insuffisances selon la conférence des candidats. Suite à cette déclaration, la CENI, plus tard dans la soirée, a indiqué dans un communiqué la suspension des travaux de la plénière des commissaires, lesquels reprendront ce mardi avec la validation des résultats obtenus par chacun des 13 candidats. C'est après validation que nous allons nous retrouver devant vous. On s'est donné rendez-vous toutes les heures. On va donc compiler pendant 1 heure un quantum de communes. Donc, vous allez nous voir devant ce pupitre-là toutes les heures jusqu'à la proclamation définitive des résultats. Rappelons que 6,5 millions d'électeurs, dont 23 108 de la diaspora, étaient appelés aux urnes dans le cadre de ces élections. Si dans l'ensemble, le scrutin, selon des observateurs, s'est déroulé dans le calme, notons que 1300 bureaux de vote sur 21 000 annoncés n'ont pu ouvrir à l'intérieur du pays du fait de la situation sécuritaire difficile. Le Bénin connaît un recul des libertés publiques sans précédent. C'est ce qu'affirme dans une lettre ouverte adressée au président béninois Patrice Talon, l'avocat de Sébastien Ajavon, un des principaux opposants au régime, arrivé 3e avec près de 23% des voix lors de la présidentielle de 2016. Concernant l'affaire du trafic de stupéfiants, il dénonce une cabale politico-judiciaire et demande l'annulation pure et simple de la condamnation de son client. Rappelons que Sébastien Ajavon a été condamné en 2018 à 20 ans de prison, mais a toujours clamé son innocence. Qui sera le prochain président de la République du Niger? Eh bien, les cartes ont été rebattues après l'invalidation de la candidature de l'opposant Amadou. Et les pronostics vont bon train, mais derrière les tractations se cache une inquiétude, la menace djihadiste. Explication avec Amenedi.
Le 27 décembre 2020, le Niger passera à une autre étape de son histoire politique. Au total, 41 candidatures ont été déposées au ministère de l'Intérieur pour l'élection présidentielle. Un scrutin qui s'annonce dans un climat plus ou moins conflictuel eu égard à la situation sécuritaire préoccupante dans le Sahel depuis 2015. Quand on fait un monitoring un peu de cette campagne-là, on comprend que les candidats tiennent un discours qui se rapporte à la question de la sécurité. Premièrement, c'est que je ne suis pas assez sûr qu'à l'aune un peu de ces discours-là, qu'il soit aussi facile de résoudre ce problème sécuritaire, parce qu'il date quand même de longtemps. La question sécuritaire a impacté l'enrôlement dans beaucoup de zones. Entre défis sécuritaires et présidentiels à venir, le Niger continue de subir les assauts de groupes islamistes basés sur des violences, malgré l'avancée de la coopération régionale du G5 Sahel pour la sécurité. Grâce à une politique de défense active menée par les États membres, l'objectif de restaurer la paix semble loin d'être atteint. Il y a des localités qui ne connaîtront certes pas d'élections parce que naturellement, il n'y a pas de force de défense suffisante pour pouvoir déployer sur toute l'étendue du territoire. Et le risque à cela, c'est que ces localités-là ne soient pas validées dans le cadre des élections, ce qui peut naturellement impacter la légitimité du prochain président, et ça pourrait même d'une certaine façon être une source de fraude, parce que les partis politiques qui n'auront pas la possibilité de déléguer dans ces localités-là, donc c'est à la fois la question de la légitimité, mais aussi la question de la légalité. Face à la menace terroriste grandissante au Niger, les défis sécuritaires restent au cœur du prochain scrutin pour lequel la campagne électorale des élections législatives et présidentielles du premier tour s'ouvre le 5 décembre pour se clôturer le 25 décembre 2020. Buy Uganda, Build Uganda. Pour soutenir l'industrie automobile locale qui s'est considérablement développée ces dernières années, le gouvernement ougandais lance une stratégie d'approvisionnement auprès des fabricants locaux, une stratégie implémentée par l'entreprise publique Kira Motors. Découverte avec Marie-Raphaëla Ntolo. Le gouvernement ougandais va entamer une stratégie d'approvisionnement local en véhicules de fonction pour ses différents départements. À cet effet, le ministère des Finances a enjoint le mardi 17 novembre 2020 toutes les administrations de l'État à acheter des bus créés par des entreprises locales. Selon les autorités ougandaises, cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie Buy Uganda, Build Uganda, qui vise à soutenir l'industrie automobile locale qui s'est considérablement développée ces dernières années. L'industrie automobile de l'Ouganda est assez développée depuis quelques années. Le projet aujourd'hui, c'est de produire un certain nombre de véhicules qui vont être consommés au niveau du marché africain et passer à 5 000 véhicules après les 150 000. Évidemment, déjà à l'actif du gouvernement, puisque tous les véhicules de fonction de l'administration seront fournis par ces industries. À travers l'entreprise publique Kira Motors, l'État ougandais a donné une véritable impulsion au Made in Uganda dans le secteur des transports. À cet effet, près de 40 millions de dollars ont été accordés par le gouvernement à l'entreprise pour financer cette activité jusqu'en juin 2022. Alors, plusieurs acteurs tirent profit au niveau de cette industrie automobile. Évidemment, les entreprises tirent de la valeur ajoutée, la plus-value le long de la chaîne de valeur. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, l'État, voyez-vous, il gagne en termes de recettes budgétaires, c'est-à-dire la qualité de la dépense publique dans la question du consommé local, au lieu d'importer des véhicules qui vont nous coûter très cher déjà en termes de dédouanement et des frais logistiques internationaux. Suivant une tendance régionale qui se manifeste également dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, la société s'est ainsi engagée à commencer l'assemblage de nouveaux véhicules d'ici juin 2022 avec une capacité de production initiale de 5 000 unités par an. Rappelons que cette mesure s'est accompagnée d'une incitation des fonctionnaires et des citoyens à consommer les produits fabriqués par la société afin de réduire la dépendance du pays aux firmes étrangères.
La pandémie de coronavirus a inéluctablement changé nos habitudes de travail, d'éducation, de consommation, mais également nos habitudes en matière de santé. L'écosystème du numérique en santé a en effet rapidement lancé de nouveaux services en adaptant les outils existants aux enjeux de l'heure. Sur le continent africain, cela s'est traduit par une hausse de 56,5% du nombre de start-up actives dans le domaine de l'e-santé. Plus de détails avec Mildred Yamo. Avec la pandémie de Covid-19, le secteur de la santé numérique en Afrique connaît une progression au cours des derniers mois. La volonté des gouvernements africains, longtemps restés figés sur la question de la santé numérique, est de nouveau mobilisée. D'après des experts sanitaires, la pandémie a fait progresser à 56,5% le nombre de start-up actives dans le domaine des technologies de la santé sur le continent au cours des 3 dernières années. La pandémie de coronavirus a insufflé une nouvelle dynamique à la nécessité d'investir dans l'innovation et de mettre en place des politiques et des cadres adéquats pour libérer le génie africain dans le monde. Cependant, il n'y a pas de temps à perdre pour créer un environnement propice à l'épanouissement des innovateurs africains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est urgent pour les pays africains d'investir dans la mise à niveau de l'écosystème TIC qui ne se limite pas uniquement au réseau télécom. Les données de l'organisation indiquent que 57,8% des technologies développées contre le Covid-19 ont été fondées sur les technologies de l'information et de la communication. L'une des opportunités, ce que les pays africains devraient faire, c'est véritablement intensifier le dépistage systématique des voyageurs, ainsi d'identifier les derniers, ce qu'on appelle les clusters, les derniers endroits où on peut retrouver des cas. La deuxième chose qu'il faudrait faire, effectivement, c'est de renforcer l'engagement communautaire. La santé numérique a tout son sens. Des startups comme eDocta au Cameroun ou encore d'autres dans le continent sont extrêmement importantes dans ces moments parce qu'elles permettent de prendre soin des patients, que ce soit à distance, que ce soit à domicile, et uniquement ceux qui ont vraiment besoin de se rendre à l'hôpital peuvent donc être transférés vers les hôpitaux. Alors que l'accès des populations aux soins de santé de qualité demeure encore faible en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé appelle à renforcer le développement du secteur des TIC afin de soutenir efficacement des services de santé numérique. Précisons qu'au premier semestre 2020, les startups engagées dans l'e-santé en Afrique ont recueilli plus de 90 millions de dollars, représentant la moitié des fonds alloués à ce secteur depuis 5 ans. À la page sport, la crise entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun connaît un nouveau rebondissement alors que la FIFA avait débouté la Ligue dans l'organisation du championnat de Ligue 1 et Ligue 2. Le tribunal arbitral du sport a, lui, réhabilité la Ligue dans ses droits. Explication dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. La tourmente entre la Fédération camerounaise de football et la Ligue de football professionnel du Cameroun n'est pas prête de s'arrêter, alors que les deux instances avaient distinctement engagé la reprise du championnat de Ligue 1. La récente sentence du tribunal arbitral du sport vient rétablir la Ligue dans ses droits après l'anneau de la FIFA. Donc pour l'instant, la Ligue n'est pas suspendue, mais nous avons retiré la délégation. Donc maintenant, il se trouve que le gouvernement camerounais veut absolument, parce qu'il confond un peu malheureusement le rôle de la fédération et celui de la Ligue, et il pense que c'est un conflit entre la fédération et la Ligue, mais non, il se trompe complètement, c'est un conflit entre membres de la Ligue, c'est-à-dire entre clubs de football. Il se trouve que sur une trentaine de clubs, 18 ne sont plus d'accord de jouer le championnat dans les conditions actuelles. Dans sa sortie du 16 novembre 2020, l'instance faîtière du football, qui assiste depuis plusieurs mois au spectacle désolant entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel du Cameroun, demande la reprise du championnat, mais cette fois par la FECAFOOT, et ce au détriment de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une autre directement battue en brèche par les responsables de la Ligue. Et depuis le début de cette affaire, la Ligue a choisi la voie du règlement, juridique du litige. Et au jour d'aujourd'hui,
la Ligue est, on ne va pas dire vainqueur, mais elle est bénéficiaire de toutes les sentences et de toutes les décisions qui ont été prises jusque-là. Donc je ne vois pas à quel titre la Ligue abandonnerait ses prérogatives et ses compétences d'organisation des championnats professionnels au Cameroun. La bataille s'enlise des deux côtés et la FIFA annonce une mission spéciale à Yaoundé afin de concilier les deux parties. Mais très vite, la présidence de la République du Cameroun s'est saisie de l'affaire et a institué le 18 novembre 2020 une médiation entre les deux instances. Objectif, taire les querelles et redorer le blason du football camerounais. Pour l'heure, les acteurs du football attendent encore les conclusions de ces assises. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.